Bonjour, on se retrouve dans la playlist Je révise ma comptabilité et je vous propose dans cette vidéo de réviser l'inventaire de l'actif immobilisé. Alors je me suis inspirée de la chaîne Revised, je vous mets le lien en commentaire. Du coup, cette vidéo de révision se présente sous la forme de questionnaire, de QCM ou de questions calculées. Elle abordera la classification des immobilisations, les amortissements, les tests de dépréciation et les dépréciations. Avant de commencer, je vous explique un petit peu de ce dont vous avez besoin et comment ça se présente. Donc vous avez besoin de quoi noter. Il sera important de prendre note de vos réponses, de noter les points que vous aurez au fur et à mesure. Vous aurez besoin dans certaines questions de votre plan de compte pour répondre à des questions d'écriture comptable et d'une calculatrice pour faire les nombreux exercices où il y aura des calculs à faire. En termes de présentation, en bas de chaque diapositive, donc il va y avoir 20 questions. En bas de chaque diapositive, vous aurez le numéro de la question qui est concernée. Et puis, si vous voyez en haut à droite, il y a un petit rond vert. Quand c'est vert, c'est que vous pouvez répondre. Et quand ça devient complètement rouge, donc c'est une sorte de timer, c'est que vous ne pourrez plus. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, essayez de faire pause, le temps de finir de répondre. Parce que moi, dès que c'est rouge, je passe à la correction. Le temps d'un jingle, vous installez, attention, il faut bien avoir tout révisé sur l'inventaire de l'actif immobilisé. On est parti. Donc vous êtes bien concentrés, on commence. La constatation d'une perte de valeur incertaine quant à son montant ou sa probabilité d'apparition. Première possibilité est une dépréciation. Deuxième possibilité est un amortissement. Troisième possibilité donne lieu à la constatation d'une charge. Je lance le timer. Donc vous avez fait votre choix. Alors la première, oui, c'est bien une dépréciation. Deuxième possibilité, c'est un amortissement, non, puisqu'un amortissement, c'est la constatation d'une perte de valeur certaine et irréversible. Et est-ce que ça donne lieu à la constatation d'une charge? La réponse est oui, puisque le schéma d'écriture ressemble à celui-ci, où on a bien une dotation aux dépréciations par la dépréciation. Donc si c'est une immobilisation, c'est un compte qui commence par 29. Si c'est un compte de dépréciation de créances clients, c'est du 49. Et dépréciation par exemple de VMP, ce sera du 59. Mais on va bien donner lieu à la constatation d'une charge. Question suivante. Qu'est-ce que la valeur nette comptable d'un bien qu'on nomme aussi VNC? C'est la valeur d'origine d'un bien. C'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. C'est la valeur d'origine moins les dotations annuelles d'amortissement et de dépréciation. C'est la valeur d'origine moins la somme des annuités d'amortissement et de dépréciation. À vous de réfléchir. Le temps est fini. Alors, est-ce que c'est la valeur d'origine d'un bien? Non, puisque la valeur d'origine d'un bien, c'est combien on l'a acheté, et donc il n'y a pas de net, on n'enlève rien. La valeur d'origine moins la valeur résiduelle, il s'agit en fait de la base amortissable. Donc, c'est toujours pas la valeur nette comptable. La valeur d'origine moins les dotations annuelles d'amortissement et de dépréciation, non, alors là pour le coup, je peux même pas vous dire quelle valeur c'est. Donc en fait, la réponse était la valeur d'origine moins la somme des annuités d'amortissement et des dépréciations. Et donc au fur et à mesure que l'on amortit ou que l'on déprécie, la valeur nette comptable du bien diminue jusqu'à atteindre soit la valeur résiduelle, soit 0. Question suivante. Qu'est-ce que la base amortissable d'un bien? Alors attention, il faut que votre réponse elle soit toujours valable. Première possibilité, c'est la valeur d'usage d'un bien. C'est la valeur de remplacement du bien. C'est la valeur à laquelle on applique un taux d'amortissement. C'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Avant-dernière possibilité, c'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Et sixième possibilité, cela dépend de la méthode d'amortissement. Donc avant de lancer le timer, je vous rappelle, ça doit toujours être valable. À vous. Voilà. Donc, est-ce que c'est la valeur d'usage d'un bien? Non. Mais la valeur d'usage d'un bien peut être utilisée comme moyen de déterminer cette base amortissable, mais elle ne suffit pas. La valeur de remplacement, on va pouvoir utiliser cette méthode si on considère que l'amortissement est là en cas de renouvellement du bien. Et dans ce cas-là, c'est plutôt la vision économico-financière qui sera utilisée. Mais ce n'est pas toujours valable.
par contre, c'est la valeur à laquelle on applique un taux d'amortissement. En effet, on a une base de calcul, on va appliquer un taux d'amortissement, donc soit un taux linéaire, soit un taux dégressif, soit un taux qui représente la proportion des unités d'œuvre. C'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Eh bien en fait pas toujours, puisque lorsqu'on est en fiscalité, on ne prendra pas en considération la valeur résiduelle. C'est la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Eh bien ça sera valable uniquement lorsqu'on est dans la méthode d'amortissement décroissant. Et donc en fait, cela dépend de la méthode d'amortissement. Question suivante. Dans un plan d'amortissement, il y a autant de périodes comptables que la durée d'utilisation du bien. Donc si vous avez un bien d'une durée de 5 ans, il y aura 5 périodes comptables concernées. La base amortissable est identique pour toutes les périodes. La valeur nette comptable est égale à la base amortissable. La somme des annuités d'amortissement est égale à la valeur d'origine du bien. La valeur nette comptable en fin de plan est égale à la valeur résiduelle. Je vous rappelle, il faut que les propositions soient toujours valables, quelle que soit la méthode. À vous de réfléchir. Alors, il y a autant de périodes comptables que la durée d'utilisation? Non, pas quand on est en linéaire et qu'on a un prorata, on aura une période de plus. Puisqu'en fait, les annuités sont réparties en fonction du temps, donc on aura un petit bout la première année, un petit bout la dernière année. La base amortissable est identique pour toutes les périodes, et bien ce n'est valable que lorsqu'on est en méthode constante ou en méthode par unité d'œuvre, mais pas par méthode décroissante. La valeur nette comptable est égale à la base amortissable. Non, puisque lorsqu'on est en constant ou en unité d'œuvre, la valeur nette comptable n'intervient pas dans la base amortissable. La somme des annuités d'amortissement est égale à la valeur d'origine du bien. Non, la somme des annuités d'amortissement doit être égale à la base amortissable. Et donc, dernière possibilité, la valeur nette comptable en fin de plan est égale à la valeur résiduelle. Et ça, cette information-là est toujours valable. Donc, en fin de plan, la valeur nette comptable, c'est votre valeur résiduelle. Donc, si vous avez 0, c'est que la valeur résiduelle était 0. Question suivante. Comment détermine-t-on le taux d'amortissement linéaire constant? 3 possibilités. On fait 1 divisé par la durée d'utilisation du bien, 1 divisé par la durée d'utilisation restante du bien, ou 1 divisé par la durée de vie estimée du bien. À vous. La bonne réponse était donc 1 sur la durée d'utilisation du bien. 1 sur la durée d'utilisation restante, on verra que c'est utilisé pour comparer dans la méthode décroissante. 1 sur la durée de vie estimée du bien, non, parce que ce n'est pas la durée de vie estimée du bien qui nous intéresse, mais la durée de vie où on va utiliser le bien. C'est pas parce que le bien a une durée de vie 10 ans qu'on va forcément le garder 10 ans. Or nous, on amortit par rapport à notre entreprise, donc par rapport au temps auquel on va l'utiliser. Question suivante. Contrairement à la dépréciation, l'amortissement ne s'applique qu'aux biens immobilisés. Vrai ou faux? À vous. Alors oui, l'amortissement, la dépréciation, elle s'applique sur les immobilisations, sur, je vais en oublier, sur les stocks, sur les créances, sur les titres. Mais l'amortissement, ce ne sont que pour les biens immobilisés. Et attention, pas tous les biens immobilisés, donc pas toutes les immobilisations. En fait, ça ne s'applique qu'aux biens immobilisés amortissables. Pour qu'un bien soit amortissable, il faut entre autres qu'il ait une durée de vie finie et connue. Donc par exemple, un titre n'a pas de durée de vie finie et connue, donc un titre n'est pas amortissable. Un terrain n'a pas de durée de vie finie et connue, donc il n'est pas amortissable. Ou alors s'il l'était, ce serait sur l'infini, donc du coup on amortit 0, donc on considère que ce n'est pas amortissable. Ça va, tout va bien, ça va pas trop vite, sinon n'hésitez pas à faire pause. Allez, on continue. Question suivante. Une immobilisation peut être à la fois amortie et dépréciée. Vrai ou faux? Je vous laisse réfléchir. Alors à votre avis, c'est vrai ou c'est faux? La réponse était vraie. D'un côté, j'ai l'obligation d'amortir puisque mon bien a une durée de vie finie. Mais de l'autre côté, mon bien, ça peut subir des dégradations avec des pertes de valeur supplémentaires, mais pas certaines, et donc peut en même temps être déprécié. Question suivante. L'amortissement d'une immobilisation augmente le résultat de l'entreprise,
diminue la valeur d'origine de l'immobilisation, est pratiqué en application du principe de prudence, conduit à une modification d'un compte d'immobilisation, conduit au débit d'une charge. Attention, il peut y avoir plusieurs réponses, je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, réponse. Est-ce que ça augmente le résultat de l'entreprise? Non, en fait, parce que lorsqu'on amortit une immobilisation, l'idée, au contraire, c'est de dire, lorsque j'ai acheté l'immobilisation, je l'ai mis à l'actif du bilan, et je n'ai pas d'incidence sur le résultat. Et donc, le principe de l'amortissement est du coup de constater la consommation régulière de mon immobilisation, et donc de constater régulièrement une charge, ce qui vient donc réduire le résultat de l'entreprise. Est-ce que ça diminue la valeur d'origine de l'immobilisation? Non, on a un principe qui est le principe du coût historique. Mon immobilisation, je l'ai achetée pour certaines valeurs. Cette valeur va rester tout le temps dans les comptes et ne doit pas être modifiée. Est pratiquée en application du principe de prudence? Oui, l'idée c'est de constater la consommation du bien, donc d'anticiper la perte d'existence, on va dire en fait, de mon bien, le fait que mon bien à un moment donné il n'existera plus. Et donc en application de ce principe de prudence, on constate des dotations aux amortissements. Conduit à une modification d'un compte d'immobilisation. En fait, oui, ça conduit à une modification du compte d'immobilisation, alors pas la valeur d'origine, mais le compte d'amortissement, c'est un compte avec un compte de la classe 2 et on rajoute un 8. Un compte de la classe 2, c'est bien une classe immobilisation. Donc c'est un compte particulier, c'est un compte d'amortissement, mais qui fait partie de la classe des immobilisations. Et enfin, conduit au début d'une charge, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oui, ça conduit au début d'une charge, puisque l'écriture consiste à constater une charge qui, elle, au contraire, va réduire le résultat. Pour rappel, voici l'écriture qu'on va passer dans le cadre d'un amortissement annuel où on va débiter un compte de dotation aux amortissements et on va créditer un compte d'amortissement. Vous voyez bien que le compte d'amortissement, c'est un compte d'immobilisation. C'est un amortissement d'immobilisation, c'est un compte de la classe 2, ça appartient bien aux immobilisations. Question suivante. Quel est le taux d'amortissement linéaire pour un bien dont la durée d'utilisation est de 5 ans? Pas besoin d'utiliser la calculatrice, mais vous pouvez aussi utiliser votre calculatrice. À vous de réfléchir et de noter le résultat sur votre feuille. Donc si j'ai une durée d'utilisation de 5 ans, mon taux d'amortissement est de 1/5. Il est donc de 20%. Question suivante. Alors, on change un petit peu, je vous donne un plan d'amortissement, il est en partie réalisé, il manque quelques informations, que vous ayez le temps de le regarder. Je vous le remets après en plus petit sur chaque diapo, mais voilà un petit peu notre base de travail pour les prochaines questions. Alors, première question sur ce plan d'amortissement, normalement vous voyez, ça reste assez lisible. Quel est le coût d'acquisition de cette immobilisation? Donc là, je vous conseille de sortir vraiment vos calculatrices. Je suis pas sûre que le temps que je vous ai laissé soit suffisant, mais à vous de réfléchir. Voilà, alors ce qu'on a vu là déjà tout à l'heure, c'est que je vais y arriver, hein, la valeur nette comptable en fin de période, c'est la valeur résiduelle. Et on sait par ailleurs que la base amortissable, c'est la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Comme je connais la valeur résiduelle, que je connais la base amortissable, je peux dire que la valeur d'origine, c'est donc la base amortissable plus la valeur résiduelle. Je fais donc la somme de ces deux valeurs. Et vous avez trouvé normalement un coût d'acquisition d'immobilisation de 201 200 €. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps. Je vous laisse le temps de noter la correction. Et puis, on passe à la question suivante, toujours sur le même plan d'amortissement. En vous aidant de l'annuité N+1. Alors, je vous montre tout de suite, l'annuité N+1, elle est ici. Hein, que ce soit plus facile pour vous de la voir. Déterminez le taux d'amortissement. C'est bon, vous êtes prêts? Je suis parti. Je lance le timer.
Bon, donc normalement, vous avez trouvé la solution. Donc je pars de cette annuité de 44 145. Je sais, de par la méthode d'un amortissement, que l'annuité, c'est le taux fois la base amortissable. Ici, ma base amortissable, elle est de 147 150. J'ai une annuité de 44 145. Donc normalement, j'ai 144 145 qui est égal à taux fois 147 150. Donc le taux, c'est le rapport entre l'annuité et la base amortissable. On trouve ici un taux d'amortissement de 30%. C'est bon, vous avez eu le temps. On passe à la question suivante. Question 12. Est-ce qu'il y a un prorata temporis la première année? Oui ou non? Bon, c'est pas tout à fait comme ça que c'est posé, mais je vous laisse le temps de réfléchir. Je lance le timer. Bon, l'idée, c'est pas de juste faire jouer à pique-nidouille. Hein. Donc, normalement, une annuité complète, on a dit, alors c'était vrai, hein, pardon. L'annuité complète, on a dit, c'est le taux fois la base amortissable. Tout à l'heure, on a déterminé que le taux, c'était 30%. Donc, normalement, mon annuité, si je prends la première annuité, hein, je devrais trouver que c'est 196 200 fois 30%. Donc, on va calculer 196 200 fois 30%, on trouve 58 860. Ce qui est différent des 49 050. Donc oui, il y a un prorata. J'ai pas une annuité complète la première année. On passe à la question suivante, question 13. Attention, je ne sais pas si elle vous portera chance ou pas. En quel mois a-t-on fait l'acquisition de cette immobilisation, hein? On vient de voir qu'il y avait un prorata. Maintenant, je vous demande de combien est ce prorata. On continue donc dans les calculs. Calculatrice prête, je vous laisse le temps de réfléchir. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de faire les calculs? Donc, normalement, si j'ai une annuité complète, on a dit, on fait 196 200 fois 0,3, on aurait dû trouver 58 860. Or, on n'a que 49 050. Donc, si on fait 49 000 divisé par 58 860 fois 12, on a le nombre de mois où on a amorti. Et donc, on trouve qu'on a amorti 10 mois sur 12. Si on a amorti 10 mois sur 12, ça veut dire que pendant 2 mois, on ne possédait pas le bien. Ça veut dire qu'on a fait l'acquisition de ce bien au mois de mars. Donc la réponse était au mois de mars. On passe à la question suivante. Question 14. Quel est le montant de la charge d'amortissement en N+3? Alors plutôt que de lire, je vous fais 4 propositions. Première proposition, 72 103,50, 21 631,05, 55 472,45 ou 145 727,55. Je vous laisse réfléchir. Alors, la bonne réponse était 21 631,05. Donc, 72 103, c'est la base amortissable, c'est la valeur nette comptable. Enfin, c'est la base amortissable de début N+3, excusez-moi. 21 631, c'est celui-là, donc on a bien l'annuité qui correspond à N+3. 55 472,45, c'est la valeur nette comptable fin N+3. Et 145 727, je sais pas, je pense que c'est la somme des annuités cumulées. Voilà, c'est la somme des annuités cumulées. Donc la bonne réponse, c'est bien l'annuité. Je lis mon tableau, la colonne annuité, c'est le montant de ma charge d'amortissement pour N+3. Question 15. On a fait les 3 quarts. Quelle est la somme des annuités d'amortissement en N+6? Soyez un peu malin pour déterminer rapidement. Je vous laisse, je lance le timer.
Alors normalement, si vous aviez trouvé le truc, vous avez eu le temps de faire. Alors, on va partir en fait de la fin en n+7. La somme des annuités, c'est 196 200. Donc on part du bas. En n+6, on a donc une annuité de 16 824. Et donc 196 000 moins 16 824, ça me donne la somme des annuités précédentes de 179 375,55. Vous aviez trouvé le truc? Allez, question suivante, question 16. Quel taux applique-t-on en n+4? Comment a-t-il été déterminé? Bon, je suppose que la calculatrice est toujours allumée. Je lance le timer. Alors, est-ce que vous avez le temps de faire les calculs? Donc, on part de l'annuité, on a dit n+4. Donc, si on regarde l'annuité n+4, elle est de 16 824,15. Donc, si je fais le rapport de 16 824,15 et de la base amortissable, je vais trouver le taux. Donc, ici, je trouve un taux de 33 1/3. Alors, on a vu précédemment que le taux d'amortissement dégressif était de 30%. Alors, pourquoi 33 1/3? Et en fait, ce 33 1/3, il est déterminé parce qu'on fait le lien entre le taux d'amortissement, on a dit 30%, et 1 sur la durée de vie restante, c'est-à-dire le taux linéaire équivalent. Et ici, c'est 1/3, c'est-à-dire 1 sur la durée de vie restante. Et donc, on applique le taux le plus élevé entre les deux. Ici, 1/3, c'est-à-dire 33,3333%, qui est plus élevé que 30%. Allez, encore 3 questions. On reste concentré. On a donc notre tableau d'amortissement, notre plan d'amortissement qu'on vient d'utiliser, qui est terminé. Donc juste un petit rappel là, pour vous aider à bien revoir. Donc on a un taux d'amortissement dégressif qu'on a déterminé comme étant de 30%. Là je vous ai complété du coup aussi la colonne annuité cumulée. Et donc on va comparer à chaque fois le taux d'amortissement dégressif avec le taux linéaire équivalent. Et on va appliquer le plus élevé entre les deux. Et donc si on regarde, les premières années, on applique donc 30% jusqu'à ce qu'on vient de voir qu'en n+4, on change et on applique le taux linéaire équivalent. Allez, nouvelle question. On a donc notre plan qui est terminé. Je vous demande avec ce plan d'amortissement de compléter la ligne au bilan de l'immobilisation qui est ici du matériel industriel. Vous avez la ligne ici. Je vous laisse le temps de réfléchir et de réponse. Je lance le timer. C'est bon, vous avez trouvé? Donc, mon matériel industriel, donc normalement vous aviez vos notes, donc il faut utiliser vos notes de tout à l'heure. Mon matériel industriel a été acheté, on l'a calculé au début. On l'a dit que la valeur d'origine, c'était la base amortissable plus la valeur résiduelle. Donc j'ai une valeur brute de 201 200. On est fin n+2 et donc fin n+2, j'ai des amortissements cumulés pour 124 087. Et une valeur nette comptable, ici là, de 77 103. C'est le N net qui apparaît au bilan. Question 18. Toutes les catégories d'immobilisation sont amortissables. Vrai ou faux? Je vous ai donné des indications tout à l'heure, je vous laisse le temps de réfléchir. C'était plus court le niveau de réflexion. Donc la réponse est faux. On a vu tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour être amortissable, une immobilisation doit avoir une durée de vie finie et connue. Donc il existe un certain nombre de biens qui ont une durée de vie soit qui peut être finie mais qui n'est pas connue, soit qui ont une durée de vie infinie. C'est comme ça que les terrains ne sont pas amortissables, mais par exemple les sous-sols vont être amortissables puisque le sous-sol a une durée de vie finie. Quand on a fini de l'exploiter, c'est fini. Qu'une œuvre d'art, par exemple un tableau, a une durée de vie infinie, donc ce ne sera pas amortissable. Voilà, donc toutes les catégories d'immobilisation ne sont pas amortissables. Question 19.
tous les titres financiers sont des immobilisations financières. Vrai ou faux? Donc comme tout à l'heure, les choix étant limités, vous avez moins de temps. La réponse est faux, puisqu'un titre financier, une action, une obligation, en fonction de l'intention que l'on a au moment où on l'achète, ce sera soit classé en immobilisation financière, donc un compte qui commence par la classe 2, si on décide, si on pense qu'on va utiliser, qu'on va garder ce bien plus d'1 an. Si au contraire on décide d'utiliser ce titre, d'acheter ce titre avec l'intention de le revendre rapidement dans l'année pour faire des profits ou autre chose, ce sera classé en VMP, en valeur mobilière de placement, qui est un compte de la classe 5. On connaît principalement les comptes 503 qui sont plutôt des actions et 506 obligations. Voici donc la dernière question. Dans quel compte peut-on classer l'acquisition d'actions? Je vous fais 4 propositions. Le compte 2611 actions, le compte 2711 actions, le compte 273 titres immobilisés de l'activité de portefeuille, le compte 503 actions. C'est un peu piégeux comme question, mais il fallait bien terminer par une question un peu plus dure. Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est bon, vous avez décidé? Alors, on commence. Est-ce que ça peut être dans le compte 2611? La réponse est oui. 2611, ce sont des titres de participation, c'est-à-dire qu'on j'achète des actions avec l'intention de prendre le contrôle de l'entreprise, de participer aux décisions de gestion. Donc généralement, on considère qu'au-delà de 10% du capital de l'entreprise sous forme d'action, on peut considérer que ce sont des titres de participation, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un poids important dans les décisions au niveau de l'Assemblée générale et même au niveau de la nomination des membres du conseil d'administration de l'entreprise. Deuxième possibilité, 2711 actions. Oui, on peut aussi classer une action dans cette catégorie-là. C'est lorsqu'on a une action qu'on va garder plus d'1 an, c'est une immobilisation, mais c'est un titre comme ça séparément, sans véritable cohérence par rapport à d'autres titres financiers. Troisième possibilité, oui, on peut aussi classer une action dans la catégorie 273, on dit TIAP. Lorsque j'achète une action et que ça fait partie d'une stratégie globale de portefeuille et que j'achète cette action pour la conserver plus d'1 an, je vais la classer dans cette catégorie de titres immobilisés de l'activité de portefeuille. Et quatrième possibilité, 503 actions. La réponse est oui. Si j'achète une action avec l'intention de la revendre dans l'année, donc avant l'année, donc de ne pas la conserver longtemps. Dans ce cas-là, ce sera un titre qui est en fait assimilable à de la trésorerie, à du placement d'argent. Ça se classe dans le compte de la classe 5, 503. On appelle ça des valeurs mobilières de placement. Donc ouais, c'est cette question-là, il fallait tout cocher. Alors pour conclure, reste plus qu'à calculer votre score. Si c'est juste, c'est 1 point. Si c'est à moitié juste, c'est faux, c'est 0. Désolé. Donc si vous avez en dessous de la moyenne, je vous invite à reprendre des vidéos, de refaire des exercices, sinon vous devriez vous en sortir. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo, le score que vous avez eu, et puis vous pouvez également vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. À bientôt!